Bonjour à tous et à tous. Bonjour. Merci d'être là pour ce nouveau webinaire de CFS+, avec Pauline Baumgartner de Défi Métier et Bruno Chognon donc, de LB Développement, que je remercie d'être là. Si vous pouvez vous présenter, peut-être Pauline d'abord, pour dire qui vous êtes avant qu'on attaque Bonjour à notre tous. sujet. Donc, je suis Pauline Baumgartner. Je suis chargée de mission et référente pour ma structure à Défi Métier, le Carrefour francilien. Voilà, merci. Bruno? Alors, moi, je dirige un cabinet qui s'appelle LB Développement, qui est à la fois un cabinet RH sur les diagnostics, l'accompagnement des entreprises sur les politiques diversité et handicap, et de l'autre côté, tout ce qui est un organisme de formation avec un service sourcing intégré, un organisme de formation et un CFA, et pratiquement intégralement dédié à l'accueil de personnes en situation de handicap. Voilà, nous avons deux spécialistes au cœur du sujet du handicap. Donc, nous allons passer en revue les points suivants. Le référent handicap, qu'est-ce que c'est un référent handicap? Comment on le choisit? À quoi sert-il? Le processus de sélection des candidats, des stagiaires, des candidats à une formation en situation de handicap. L'accessibilité, à la fois l'accessibilité des bâtiments, aussi l'accessibilité numérique et l'animation du réseau. Alors, je vais passer la parole tout de suite à Pauline pour le handicap et puis je vous laisse dérouler un petit peu Vous avez la main, Pauline, pour passer les diapositives. C'est à vous. Merci, Michel. Alors, avant de rentrer dans le sujet, peut-être partager une information pour laquelle je pense que tout le monde est au courant aujourd'hui, notamment le report de la certification Calliope au 1er janvier 2022, ce qui nous laisse donc un petit peu plus de temps pour pouvoir mener une réflexion autour d'une politique handicap dans nos organisations. Avec Michel et Bruno, donc, nous avons fait le choix de sélectionner certaines étapes dans le parcours de formation et d'apprentissage des personnes handicapées. D'abord parce que de toute façon, on n'a pas le temps de tout regarder ensemble, mais il nous a semblé qu'il y avait certaines étapes qui étaient vraiment fondamentales et pour lesquelles vous allez pouvoir justifier et donner des preuves pour répondre aux exigences Calliope. Donc, on a sélectionné 4 étapes, qui seront donc 4 séquences de formation en quelque sorte. Le premier, c'est donc effectivement la notion de référent handicap, qui pour nous impulse, en tout cas a vocation à impulser une dynamique handicap au sein de son organisation. La deuxième étape sur laquelle on va prendre un petit peu de temps, c'est le processus de sélection des stagiaires en formation, qui est une étape fondamentale, puisque c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir anticiper les aménagements de formation et les aménagements aux examens. On va évoquer effectivement, comme le disait Michel, la notion d'accessibilité. Alors, pas que l'accessibilité au bâti, l'accessibilité numérique, mais aussi l'accessibilité de la prestation de formation. Et on mettra en évidence notamment les adaptations pédagogiques à travers la projection d'une vidéo réalisée par Sciences Po. Et puis enfin, on terminera par l'animation de réseau à travers notamment la présentation d'une cartographie que l'on détaillera ensemble. Voilà. Alors, nous allons nous organiser avec Bruno donc, de la manière suivante. J'introduirai chaque séquence de manière à pouvoir vous fournir des éléments de l'ordre d'outils, de ressources, de manière à ce que vous puissiez répondre à la fois aux exigences de Calliope, mais pas que. C'est aussi répondre à vos obligations en tant qu'établissement recevant du public. Et après, je donnerai systématiquement la parole à Bruno pour qu'il puisse illustrer la façon dont ça a été mis en œuvre à LB Développement. Voilà, on a également pris le soin dans les témoignages qui seront proposés d'évoquer des situations avec des publics différents pour aussi montrer la diversité des publics en situation de handicap qui peuvent être accueillis dans les établissements de formation.
C'est vrai qu'on a souvent tendance à résumer le handicap à travers le handicap moteur et plus particulièrement à travers les personnes qui sont en fauteuil roulant. Mais en fait, il y a vraiment une variété de publics handicapés. On note 6 grandes familles que je vous rappelle. Le handicap visuel, le handicap auditif, le handicap mental, psychique, les maladies invalidantes et le handicap moteur. Donc, on verra à travers les témoignages effectivement cette diversité des publics accueillis dans les organismes de formation. Voilà. Donc, ce que l'on vous propose, c'est d'essayer de répondre à 2 objectifs. Le premier, c'est de comprendre quel est le rôle du référent handicap. Et le deuxième objectif que nous nous sommes fixés, c'est de réfléchir à une organisation et à des actions que l'on va pouvoir mettre en œuvre dans nos établissements et qui serviront de preuve aux indicateurs Calliope d'une part, et encore une fois également à vos obligations, à nos obligations en tant qu'organisme de formation et CFA, en tant qu'établissement recevant du public. Alors on commence avec le référent handicap. Voilà. Alors, le référent handicap, là je vous propose tout de suite 2 éléments de preuve qui me semblent importants à justifier pour obtenir la certification Calliope. C'est son capacité de rédiger la fiche de poste du référent handicap et produire un plan d'action qui devra être validé par la direction. Ces 2 actions, je vous invite à mettre en œuvre, ne se font pas au hasard et nécessitent d'avoir une véritable réflexion autour de la manière dont on veut mettre en place une politique handicap au sein de sa structure. Pour vous aider à rédiger donc cette fiche de poste et à produire votre plan d'action, je vous propose 2 outils. Le premier outil, c'est un référentiel sur les missions du référent handicap. C'est un référentiel qui a été élaboré par Défi Métier. Nous avons interrogé 20 organismes de formation et CFA sur leurs pratiques professionnelles. Donc, c'était exclusivement des référents handicap exerçant la fonction au sein d'organismes de formation et de CFA. Et ils nous ont parlé de leurs pratiques professionnelles de manière à ce qu'on puisse identifier à peu près l'exhaustivité des missions qui peuvent être gérées par le référent handicap au sein de sa structure. Vous aurez tous ces éléments, bien sûr, à votre disposition, puisque là, c'est juste la première page. C'est un document qui fait une quinzaine de pages. Mais ce qu'on a voulu mettre en évidence dans ce référentiel, c'est que pour bien accueillir et bien accompagner le public en situation de handicap au sein de nos établissements de formation, il va falloir pour ça aussi assurer une veille sur le handicap. Il va falloir informer et sensibiliser l'ensemble du personnel de la structure pour qu'ils prennent la dimension handicap dans leurs activités respectives. Il va falloir développer un réseau de partenaires, puisqu'on verra que le référent handicap n'a pas vocation à être un expert du champ du handicap, mais il doit connaître les acteurs qu'il va pouvoir mobiliser tout au long du parcours, et d'autres éléments comme évaluer, capitaliser. Voilà, je vous laisserai le soin de regarder ces éléments-là quand vous l'aurez à votre disposition. Alors ça, c'est un premier référentiel que je vous propose. Un deuxième, alors celui-ci, il a été élaboré à l'initiative du ministère du Travail et du secrétariat d'État chargé aux personnes en situation de handicap, qui vous propose une fiche métier sur le référent handicap en centre de formation d'apprentis. Alors là, c'est pareil, alors c'est présenté différemment, mais il identifie 5 grandes missions qui sont attendues du référent handicap, parmi lesquelles, alors si je lis bien, vous avez notamment l'accueil des candidats, bien sûr, et la sécurisation du parcours de formation des apprentis tout au long du parcours de formation. Donc, c'est un document qui est complémentaire au référentiel précédent que je viens de vous présenter. Alors, ce qui me semble intéressant de partager avec vous, au-delà de ces 2 référentiels qui sont des exemples, il y en a d'autres que l'on a sélectionnés pour vous et que l'on vous mettra à disposition. Mais ce qui me semble important, en tout cas, c'est lorsque vous allez construire à la fois votre fiche de poste du référent handicap et de produire votre plan d'action,
D'abord, c'est d'utiliser ces deux référentiels comme étant à la fois des outils d'autodiagnostic et des outils de pilotage. L'outil d'autodiagnostic qui va pouvoir vous permettre de vous situer aujourd'hui par rapport à ce qui pourrait être attendu d'un référent handicap tel que le présente le référentiel, mais aussi un outil de pilotage pour déterminer précisément quel est le rôle attendu du référent handicap dans votre organisme de formation. Pour en terminer, je rajoute 4 points très rapidement avant de donner la parole à Bruno. Donc, ce qui me semble important de retenir, donc, lorsque vous allez élaborer ces outils, c'est d'une part de prendre en considération que le référent handicap a vocation à impulser une dynamique handicap au sein de sa structure. Il n'a pas vocation à réaliser et à porter tout seul la politique handicap de sa structure, surtout quand on voit l'étendue des missions qui peuvent être attendues de lui. Chaque salarié dans la structure, dans l'organisme de formation, dans le CFA, va devoir prendre en compte la dimension handicap dans ses activités. Ça veut dire que si on regarde un petit peu la chaîne de valeur d'un organisme de formation, l'organisme de formation va avoir une activité commerciale, une activité de gestion administrative, une activité bien sûr de pédagogie. Voilà, bien, dans toutes les activités qui vont être menées par l'organisme de formation, il va falloir prendre la dimension handicap dans chacune de ces activités. Et à chaque niveau de responsabilité dans la structure, c'est-à-dire aussi bien les personnes à l'accueil que les recruteurs, que l'équipe pédagogique, les personnes qui s'occupent de la gestion administrative, l'équipe de direction, toutes ces personnes-là, tous les salariés de la structure vont devoir à un moment donné prendre la dimension handicap dans leurs activités. C'est ce qu'on appelle le principe de subsidiarité. Le deuxième point que je voudrais rajouter, c'est, et je l'ai évoqué tout à l'heure, il me semble que c'est important, le référent handicap n'a pas vocation à être un expert du handicap. Il n'a pas vocation à se substituer aux professionnels qui accompagnent le public handicapé. En revanche, on demande au référent handicap de connaître à la fois les acteurs, mais aussi les aides et les prestations qu'il peut mobiliser pour accompagner la personne en situation de handicap tout au long de son parcours. La troisième chose, c'est de prendre aussi en considération votre structure, c'est-à-dire qu'il va falloir que cette réflexion qui va être menée doit prendre en compte aussi les freins, mais aussi les opportunités de la structure dans laquelle vous travaillez. Et typiquement, parmi les leviers qu'on peut noter, c'est précisément la certification Calliope qui nous oblige à regarder un petit peu de plus près nos process et de voir comment, dans nos process, on doit intégrer aussi systématiquement la dimension handicap. Ça veut donc dire aussi que le référent handicap sera différent, bien évidemment, dans chacune de nos organisations et qui tiendra compte des orientations de nos structures. Et enfin, rappeler également qu'on est dans un process d'amélioration continue et donc le plan d'action qui va être réalisé doit tenir compte aussi d'un espace-temps pluriannuel, puisque on ne peut pas forcément tout mettre en place en même temps. Et donc, il faut envisager aussi ce plan d'action de manière pluriannuelle. Voilà ce que je voulais partager avec vous. À travers ces éléments, on voit donc bien que le choix du profil du référent handicap est déterminant. Et donc, bien, Bruno, je crois que tu vas nous illustrer voilà. comment ça s'est passé chez LB Développement. Chez LB Développement. Alors, pour recadrer les éléments et rebondir sur ce que vient de dire Pauline, effectivement, un référent handicap et un stratège par rapport à ça. Ensuite, ça dépend de la taille de l'entreprise, du nombre de personnes en situation de handicap potentiel, etc. Nous, on a fait le choix, comme on accueille à peu près entre 120 à 130 personnes par an en situation de handicap toutes différentes, de nommer à temps plein un référent handicap. En fait, c'est une clé de voûte qui va s'occuper avec les équipes pluridisciplinaires internes à LB. On va travailler en priorité d'abord avec les éléments du sourcing,
On va travailler bien évidemment avec l'équipe pédagogique et aussi avec tout le staff chez nous de relations entreprises. Et comme ça, on couvre l'intégralité d'une problématique. Donc, on va, dans la mission, organiser des réunions en amont, des sessions avec lesquelles on travaille. On va travailler sur les outils qu'on va utiliser quand on va être dans la phase de sourcing. On va, une fois qu'on a identifié un certain nombre de problématiques, travailler, donc ça c'est la mission du référent handicap, travailler sur une adaptation de poste, on en parlera tout à l'heure, par exemple sur quelqu'un qui est sourd. Donc voilà, on travaille sur des livrets de présentation, sur l'accueil au sein de l'établissement quand les personnes arrivent. Ensuite, on va travailler sur tout ce qui est le suivi interne avec, en coordination avec bien sûr la partie pédagogique. Et comme on fait exclusivement ou presque que de l'alternance, il y a toute une liaison aussi à mettre en place avec l'entreprise, le tuteur ou le maître d'apprentissage, voilà, par rapport à ça. Une chose importante aussi, c'est qu'il y a beaucoup de publications qui sont disponibles sur le web, donc s'informer, s'abonner à des newsletters, voilà, etc. Ça fait partie aussi du job du référent handicap chez LB, de façon à informer, former. Bon, nous, on est dedans un peu tout le temps, donc effectivement, on est en permanence en veille par rapport à tout ça. Mais dans un CFA ou un OF, l'important, c'est que le référent puisse aussi donner toutes ces informations-là par rapport à ça. Il y a un rôle important aussi, c'est pendant la formation, un référent handicap chez nous s'occupe aussi du suivi au-delà de la pédagogie, avec des problématiques de rémunération, des problématiques de problèmes sociaux, des problèmes médicaux, des absences justifiées pour X raisons, etc. Donc c'est un dialogue aussi effectivement avec les personnes en situation de handicap dans le centre. Donc voilà, on travaille beaucoup en coordination sur le référent et l'équipe sourcing avec les institutionnels, Pôle emploi, Cap emploi, où on identifie les référents handicap à l'intérieur. Donc voilà. Responsable aussi de toute la liaison avec les acteurs du handicap, auquel faisait allusion Pauline il y a quelques minutes. Donc voilà, mais on travaille aussi au-delà quand un contrat d'alternance s'arrête au bout de, je sais pas, un an ou des POE par exemple. Dans ces cas-là, on a aussi un enjeu de suivi à 3 mois, des suivis à 6 mois. Le but du jeu, c'est quand même, au-delà des diplômes qu'ils puissent passer, c'est le retour à l'emploi, c'est quand même la sécurisation au final de l'emploi à travers ça. Donc voilà, donc ça appartient à cette matrice-là de référent handicap avec la partie coordination avec la PEDA, avec le sourcing et les éléments entreprise. Donc voilà, et puis dernière chose sur la mission, on travaille auprès des entreprises. Donc le maître d'apprentissage, il y a une hotline entre guillemets chez LB Développement pour pouvoir appeler en cas de demande, d'information. Voilà. Et puis on travaille aussi avec l'entreprise pour coordonner avec les OPCO, je sais pas, il peut y avoir des actions menées à la fois pédagogiques, mais à la fois sur des demandes d'aide, etc. Donc on est ressources, enfin la personne est ressource par rapport à ça, et en coordination bien évidemment avec le chargé de relations entreprises au sein de LB. Donc voilà, donc c'est un poste très complet chez nous, voilà, qui balaye tous les éléments, mais qui est spécifique. Enfin, c'est ça que je voulais faire passer comme message, c'était on peut avoir dans les référentiels standards les éléments matriciels et ensuite à chacun ou à chacune, à chaque OF ou CFA, de faire à l'intérieur de la démarche le bon choix. C'est pas la peine d'avoir quelqu'un à temps plein, il suffit effectivement d'avoir une personne qu'on pourrait former, qu'on pourrait accompagner par rapport à sa mission de référent handicap. Donc voilà, c'était juste pour témoigner sur cette partie-là de l'organisation de LB Développement en ce qui concerne le référent handicap. Merci Pauline et Bruno pour ce premier point.
On va répondre rapidement à 2 ou 3 petites questions avant de passer au point suivant. Alors, j'ai beaucoup de questions sur les petites structures, les indépendants. Est-ce que moi, comme indépendant, je dois être moi-même mon propre référent handicap? Comment je fais? Une autre question sur et comment je fais si je ne travaille qu'en intra-entreprise, c'est-à-dire je ne délivre pas de formation en tant que telle chez moi en inter. On nous a signalé la charte H+, en Rhône-Alpes également. Et puis, une dernière question, et puis on répondra on produira un document après, dans les jours qui viennent, où on répondra à toutes les questions que vous avez posées. Voilà. Hein, et on vous l'enverra par mail. Alors, voilà, je vous laisse répondre rapidement à ces 2-3 questions, Pauline, Bruno, avant de passer au sujet suivant. Sur la question du référent handicap et la façon dont il est incarné, par qui dans la structure, il peut être incarné par n'importe qui dans la structure. C'est vraiment une question d'organisation et du choix des missions qui vont être attribuées au référent handicap. C'est-à-dire que ça peut être très bien la direction, lorsqu'on est un petit organisme de formation, la plupart du temps, c'est le directeur qui assume le rôle de référent handicap. Donc, tout un chacun peut porter cette mission, à condition quand même d'avoir une certaine autonomie, notamment pour se déplacer, parce qu'il y a quand même un gros travail de réseautage à faire auprès des acteurs, on le verra tout à l'heure. Et donc, il faut quand même avoir suffisamment d'autonomie pour le faire. Mais tout un chacun dans la structure peut devenir référent handicap. Oui, et puis un indépendant peut être lui-même son propre référent handicap. Ce qu'il doit démontrer, en tout cas dans l'indicateur Calliope, c'est que il est en lien avec le réseau régional, etc., la GFIP. On va le développer un petit peu tout à l'heure dans la partie qui vient sur l'aspect réseau à développer, etc. L'indicateur Calliope va surtout dans ce sens-là, hein, montrer que vous avez une liste au minimum. Bien évidemment que l'on peut développer des partenariats, puisqu'on nous a posé cette question. Là, on est dans du processus, donc, mais vous devez démontrer que la question est prise en compte. Hein. Absolument. Exactement. Alors, on peut passer au sujet suivant, du coup. Ça marche. Voilà. Et en portage salarial, voilà. Là, la société de portage salarial, elle doit, elle aussi, s'intéresser au sujet. Hein. Et peut-être même nommer un référent handicap. Alors, à partir du moment où elle délivre une prestation, cette prestation doit être accessible. L'accessibilité, on va en parler tout à l'heure. Voilà. C'est une des grosses questions, le portage salarial. Alors, on passe au sujet suivant. Alors, le sujet suivant. Pauline. Ouais. Alors là, il s'agit du processus de sélection des stagiaires. Comme je l'introduisais tout à l'heure, c'est une étape qui est fondamentale parce que c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir anticiper les aménagements de la formation, les aménagements de validation des épreuves tout au long du parcours et les aménagements des examens et des concours. Pour ce faire, on vous propose, alors ce sont des exemples, hein, bien sûr, il y en a d'autres, mais en tout cas, on met le focus sur 3 indicateurs dont vous pourrez apporter la preuve, notamment donc faire en sorte que dans tous les dossiers de candidature, formulaires d'inscription, convocation, etc., vous puissiez laisser la possibilité aux personnes de pouvoir se déclarer ou non avec une reconnaissance administrative du handicap. Cette étape-là est importante parce que ça va vous permettre, en tant qu'organisme de formation, déjà de faire un premier état des lieux sur le nombre de personnes suivies, sur le type de handicap présent dans la structure, la façon dont vous allez pouvoir adapter les aménagements de formation. Donc, c'est un élément important que vous pouvez justifier pour Calliope et surtout qui vous permet donc d'élaborer un diagnostic qui va vous permettre ensuite d'élaborer votre plan d'action. Alors, je me permets juste de rajouter un mot sur RQTH, hein, puisque
une dénomination parmi d'autres qui rassemble l'ensemble de ce qu'on appelle les BOETH, hein, donc alors aidez-moi, c'est les comment? Bénéficiaires, les bénéficiaires. Voilà, les bénéficiaires d'emploi donc de l'obligation d'emploi. Merci, merci Bruno. Parmi elles, donc en fait, on a plusieurs dénominations. Donc je les ai listées hein, pour ne pas les oublier. Donc vous avez effectivement les personnes qui sont reconnues qualité de travailleur handicapé. Vous avez des personnes qui sont victimes d'accidents du travail et titulaires d'une rente. Vous avez des personnes titulaires d'une pension d'invalidité, des titulaires d'allocation adulte handicapé. Bref, tout ça pour vous montrer que c'est vrai que bien souvent, on parle systématiquement de RQTH, mais en fait, vous pouvez accueillir des publics handicapés avec une reconnaissance administrative beaucoup plus large. Hein. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, formaliser des fiches actions avec le référent parcours. Alors, les référents parcours, ce sont des acteurs importants, et notamment, je pense, aux référents parcours du service public de l'emploi, donc que sont les missions locales, les Cap emploi et les pôles emploi, parce qu'ils vont pouvoir vous donner des éléments aussi sur les conséquences du handicap de la personne accueillie, sur les capacités d'apprentissage de la personne, etc. Et donc, ce sont des acteurs qui sont importants et il est important d'avoir une relation privilégiée avec ces acteurs. Et d'autre part, c'est important aussi parce que ce sont eux, d'abord, qui vous orientent le public et qui sont prescripteurs des aides de la GFIP. Donc ça, c'est tout à fait précieux. Et l'autre point qui nous semblait important aussi de mettre en évidence, c'est lorsque vous avez un doute sur la compatibilité ou l'incompatibilité entre le handicap du candidat et la formation qu'il souhaite suivre, vous pouvez mobiliser plusieurs prestations de la GFIP qui vont vous aider justement à établir le bon diagnostic. Alors, pour vous aider à réaliser tout ça, je vous propose donc deux prestations de la GFIP. La première, c'est ce qu'on appelle les prestations ponctuelles maintenant, hein, c'est les prestations ponctuelles spécifiques de la GFIP. C'est donc la possibilité pour l'organisme de formation de faire intervenir tout au long du parcours de formation et d'apprentissage des experts dans le champ visuel, auditif, moteur, mental, psychique et troubles cognitifs, et qui vont vous accompagner pour vérifier justement la compatibilité ou l'incompatibilité. Donc, vous pouvez les faire intervenir tout au long du parcours. Au niveau du diagnostic, vous pouvez les faire intervenir pour faire un bilan complémentaire de manière à mieux adapter les formations. Ils interviennent aussi sur le projet professionnel, ils apportent un appui au projet professionnel, sur la réalisation du projet professionnel. Ils peuvent également intervenir pour résoudre des risques de décrochage et des risques de rupture. Et ils interviennent aussi pour sensibiliser à la fois l'organisme de formation, mais aussi l'employeur. Lorsque, par exemple, vous accueillez une personne autiste, eh bien, vous pouvez les solliciter également pour sensibiliser l'équipe, que ce soit en organisme de formation ou chez l'employeur. Donc, c'est très précieux et ce sont des prestations qui sont à connaître et qui sont à mobiliser auprès des prescripteurs. L'autre support, outil, dispositif que je voulais vous présenter, c'est ce qu'on appelle les ressources handicap formation. Alors, les ressources handicap formation, c'est une politique nationale de la GFIP qui a mis en place ces nouveaux dispositifs. Il y a une ressource handicap formation dans chacune des délégations régionales de la GFIP. Elles peuvent prendre des formes différentes. En Île-de-France, donc je vais vous présenter la ressource handicap formation. Elle se décline en 3 briques. La première brique, c'est donc d'apporter, alors elle a pour, cette ressource, elle a pour objectif de faciliter l'accès et le maintien de la personne handicapée en formation. Donc elle s'adresse à la fois aux organismes de formation et aux CFA, elle s'adresse aux prescripteurs
et elle s'adresse aux personnes handicapées elles-mêmes. 3 briques qui constituent cette ressource handicap formation. La première, c'est un appui au parcours individuel. Et là, à ce moment-là, lorsque vous irez regarder dans le détail de cette ressource, eh bien, vous avez un mail que vous pouvez donc mobiliser et expliquer la situation dans laquelle vous êtes. Et à ce moment-là, vous allez avoir un accompagnement personnalisé sur une situation individuelle particulière. La deuxième brique de cette ressource handicap formation, c'est un centre de ressources numériques. Tous les supports qu'on partage avec vous aujourd'hui seront accessibles dans ce centre de ressources numériques. On le verra en fin de webinaire. Et enfin, la troisième brique de cette ressource handicap formation, c'est d'animer des réseaux de professionnels dans les bassins d'emploi, toujours dans cet objectif de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées en formation. Voilà, donc ce sont deux outils, les prestations ponctuelles spécifiques et la ressource handicap formation, qui sont donc 2 outils financés par la GFIP et qui sont extrêmement précieux, que vous devez connaître pour pouvoir les mobiliser. Voilà, donc là je passe la main maintenant à Bruno, qui va vous expliquer quel est le processus de sélection des candidats chez LB Développement. Tout à fait. Donc nous, on a mis en place en fait ce qu'on appelle nous dans notre jargon un dossier de candidature quand les personnes effectivement sont invitées chez LB. Donc là, on va avoir plusieurs types d'informations dont on va avoir besoin. Pauline l'a dit tout à l'heure, les handicaps sont de nature très très variable. Donc voilà, donc le but du jeu à travers nos dossiers de candidature, c'est d'essayer de faire le meilleur diagnostic potentiel pour pouvoir anticiper. Donc une des clés de cela dans le dossier de candidature, bon, il y a des éléments standards comme le nom, le prénom, voilà. Après, on travaille aussi beaucoup sur la source et le nom du référent de parcours, du référent emploi. Donc ça peut être Pôle emploi, ça peut être les Cap emploi par exemple, voilà, ça c'est très important. On travaille aussi sur des choses qui nous ont passé l'expérience. On travaille aussi sur le déclaratif de curatelle ou tutelle, puisque ça nous est arrivé effectivement d'avoir des candidats, pas toujours, mais bon, voilà, pour anticiper aussi ces éléments-là. On travaille aussi ensuite sur du déclaratif, bien sûr, et on va effectivement proposer aux personnes soit d'expliquer s'ils ont une RQTH, ou ce que disait Pauline tout à l'heure, l'allocation adulte handicapé, une carte d'invalidité ou autre, pour pouvoir effectivement identifier la spécificité. Ensuite, on va travailler sur tout ce qui va être aménagement spontané. On va leur proposer de nous dire, l'important, ce n'est pas la pathologie, c'est effectivement, on doit être dans un confort de formation, de sécurisation du parcours, et de pouvoir aménager ou respecter des contre-indications en fonction de la situation de handicap. Donc voilà, donc ça, on va leur demander spontanément, à partir du moment où c'est identifié, effectivement, des éléments pour pouvoir anticiper. Ensuite, bon, il y a différents éléments. On le vit en ce moment avec le Covid-19, avec les formations à distance. Quel est le degré d'équipement aussi des personnes qu'on forme quand il faut qu'ils se forment à la maison dans ce cadre-là? Effectivement, nous, sur la totalité des gens qu'on accueille, on a qu'à peu près 70% des gens qui sont équipés. Il manque 30% de personnes. Bon. Donc voilà, mais on fait le point quand même sur la connaissance de ces éléments-là. Ensuite, on leur pose un certain nombre de questions auxquelles ils doivent répondre. Ils postulent à une formation, donc on leur demande de citer des missions liées à la formation avec le référentiel de formation. On s'est aperçu aussi qu'il y avait des personnes qui avaient des problématiques de mémoire immédiate. Donc, aller restituer quelque chose que vous venez de lire immédiatement, c'est compliqué. Donc ça nous aide aussi à comprendre ou à anticiper. Et puis, on a un questionnaire. Donc là, c'est pareil, c'est du déclaratif avec plusieurs cas sur le lieu de travail, sur le contenu du travail, avec une personne qui doit, c'est des petits smileys, il y a 3 colonnes, vert c'est tout bon, orange c'est un petit peu délicat ou rouge c'est non pour moi, de façon à pouvoir ensuite dans l'entretien individuel essayer d'anticiper, d'échanger avec la personne sur ces éléments-là.
Donc voilà, est-ce qu'elle préfère travailler seule que dans une atmosphère pas conflictuelle, mais avec beaucoup de contacts clients, par exemple? Est-ce qu'elle peut avoir des horaires fixes, des horaires souples? Est-ce qu'elle peut porter des charges, alors entre 0 et 5 kilos, entre 10 et 15, etc., etc. Est-ce qu'elle peut rester debout? Est-ce qu'elle peut rester assise? Voilà, donc tous ces éléments-là, en fait, permettent de façon très simple d'avoir en fait des pistes d'action pour la fin des sourceurs qui vont sélectionner et ou de l'entreprise qui va rencontrer les personnes. Et bien sûr aussi pédagogiquement pour être dans l'anticipation vis-à-vis d'un cas d'école. Mais toutes les personnes en situation de handicap n'ont pas non plus besoin d'un aménagement de poste. Donc voilà, il peut y avoir tellement de diversité à l'intérieur des personnes qui nous rejoignent, enfin, ou qui rejoignent en fait les éléments. Donc voilà, donc nous on utilise ce type de démarche et c'est notre cœur en fait de circulation d'informations entre les différents services. On parlait tout à l'heure du référent, mais bon voilà le sourcing avec le référent et la pédagogie. Donc voilà comment on illustre nous à travers quelque chose de simple. Michel parlait tout à l'heure aussi d'amélioration, enfin, c'est Pauline, d'amélioration continue en permanence aussi, mais ça c'est dans Calliope, c'est pour ça que je fais des références à Michel. Donc voilà, donc c'est un process qui ne s'arrête pas, ça. C'est une fois que j'ai monté mon document, bah, je vais le faire évoluer au fil de l'acquisition des connaissances ou des rencontres, ou voilà, par rapport à tout ça. Donc voilà, nous, notre vision par rapport au dossier du candidat. Très bien. Alors, c'était très, très, très riche, hein, très, très intéressant. Merci Bruno pour ce témoignage. Quelques questions sur tout ça. Alors, d'abord, il y a une question qui revient plusieurs fois sur ce référent handicap, est-ce qu'il est valable, obligatoire seulement pour les CFA ou obligatoire pour tout le monde? On revient un petit peu sur la question du référent handicap. Est-ce que tout ce qui nous est présenté par Pauline et Bruno sont obligatoires pour toutes les formations, seulement pour les formations certifiantes? Est-ce que c'est applicable aussi aux formations de 2 jours? J'ai envie de dire, moi, en réponse, mais Pauline et Bruno me contradiront ou confirmeront ce que je dis. Ce qui nous intéresse dans cet indicateur 26, c'est qu'est-ce que vous mettez en place comme type de réponse si on vous formule une demande en disant, parce que j'ai vu une question qui était posée sur est-ce que je dois apporter la preuve que ma formation n'est pas accessible aux personnes en situation de handicap? Alors, j'ai envie de répondre, mais de quel handicap parlez-vous? Parce que c'est peut-être pas accessible aux personnes en situation de handicap parce que c'est des personnes à mobilité réduite. Mais vous savez, Pauline a commencé à nous exposer les 6 familles de handicap, donc vous ne pouvez pas répondre comme ça. Donc il faut apporter des réponses et l'intérêt de cet indicateur 26, c'est de dire auprès de qui allez-vous les chercher, ces réponses? On ne peut pas laisser les gens sans réponse. C'est un petit peu l'idée. Bruno et Pauline, vous confirmez. Et puis, je veux en profiter pour remercier Marie, Martin, enfin toutes les personnes qui répondent dans le chat aux questions qui sont posées. D'accord. Moi, je voudrais juste mettre en avant un élément qui me semble important, c'est au-delà de la certification Calliope, qui s'adresse donc aux centres de formation qui veulent être financés sur des fonds mutualisés ou sur des fonds publics. Indépendamment de cette obligation de certification, il y a surtout une obligation pour les organismes de formation et les CFA, en tant qu'établissement recevant du public, de rendre accessible à la fois le bâti, l'accessibilité de l'information qui est donnée au sein du centre de formation, donc quel que soit le support, et de rendre accessible l'activité principale de l'organisme de formation, qui est la prestation de formation. Et donc, il y a effectivement les obligations Calliope, mais ces obligations Calliope, en fait, elles recouvrent vos obligations en tant qu'établissement recevant du public.
Donc, je pense que c'est ça qu'il faut voir. Donc, oui, il y a une obligation, notamment pour les CFA, de mettre en place un référent handicap. C'est maintenant dorénavant obligatoire. Et dans les organisations qui ont plus de 200 ou 250 salariés de mémoire. Mais, encore une fois, en tant qu'établissement recevant du public, cette obligation, elle vous incombe de nommer un référent handicap, que vous soyez organisme de formation ou CFA. Hein. Voilà, je pense que c'est ça qui… et c'était un petit peu l'objectif aussi du webinaire, c'est-à-dire d'aller au-delà simplement de la qualification, de la certification Calliope. N'oubliez pas qu'en tant qu'organisme de formation et CFA, vous avez d'abord des obligations en tant qu'établissement recevant du public. Voilà. Et pour revenir à Calliope, encore une fois, la certification Calliope est une certification de processus, hein, et pas une certification réglementaire. Hein. On vous demande quel est le processus que vous mettez en place pour répondre aux personnes en situation de handicap, rendre vos formations accessibles, vos sites web, vos locaux éventuellement, etc. Et si vos locaux ne sont pas accessibles ou si vous n'avez pas de locaux, eh bien, que répondez-vous? Quel dispositif mettez-vous en place au cas où, et quel est le réseau sur lequel vous vous appuyez pour apporter des réponses. Voilà, donc c'est encore une fois un processus qu'on analyse et pas le respect d'une réglementation dans Calliope. Il y a des aspects réglementaires sur les CFA, les bilans de compétences, etc., même sur les organismes de formation, mais l'essentiel est quand même le processus mis en place. On va peut-être passer au sujet suivant, du coup. Pauline? Oui. Alors, ben justement, on va parler accessibilité. Voilà. Alors, sur l'accessibilité, alors d'abord, pour qu'on se mette bien d'accord sur ce que c'est que l'accessibilité, moi je vous propose une définition très simple qui est la suivante. L'accessibilité, c'est donner accès à un lieu, à un service, à des personnes. Ça veut dire que pour un organisme de formation ou un CFA, c'est la capacité au centre de formation de donner accès à l'établissement de formation, de donner accès à la prestation de formation et de donner accès aux personnes qui dispensent la formation, qui sont à l'accueil, etc. Et là, on parle plus en fait de la posture des équipes qui devront être formées pour bien accueillir et bien accompagner le public handicapé. Voilà, donc ça, cette notion d'accessibilité, c'est très clairement des obligations que vous avez en tant qu'établissement recevant du public. Et ce sont des choses que vous allez aussi pouvoir justifier dans le cadre de la certification Calliope. Alors, dans l'accessibilité, on distingue donc l'accessibilité du bâti, l'accessibilité de l'information et notamment l'accessibilité numérique, et l'accessibilité de la formation, de la prestation de formation. Pour l'accessibilité du bâti, je vous propose un document qui s'appelle le registre public d'accessibilité, qui est obligatoire pour tous les établissements recevant du public. Alors là, le document que vous avez sous les yeux, c'est un document qui a été réalisé en facile à lire et à comprendre, qui vient qui est produit par la direction interministérielle, je crois, de l'accessibilité. Et en fait, vous avez deux colonnes. La première colonne, vous devez expliquer en quoi vous êtes accessible. Et sur la deuxième colonne, vous devez expliquer en quoi vous ne l'êtes pas et quelles sont les actions potentiellement que vous pourriez mettre en œuvre pour que vous soyez accessible dans 1 an, 2 ans, etc. Ce sont donc quelque chose qui est obligatoire. C'est un outil qui est aussi très intéressant parce que ça permet là aussi de vous situer, de vous positionner et de faire un autodiagnostic de là où vous en êtes aujourd'hui et de pouvoir vous projeter à plus long terme et alimenter ainsi le plan d'action de la structure. Je ne m'étends pas davantage parce que, sauf erreur de ma part, Michel, normalement, le prochain webinaire de CFS+, sera consacré à l'accessibilité du bâti et l'accessibilité numérique. Voilà, le prochain webinaire sera consacré uniquement à ce sujet de l'accessibilité. Voilà, oui, tout à fait. Alors, accessibilité du bâti principalement et
aussi accessibilité numérique. L'accessibilité du bâti est un sujet important parce qu'il couvre beaucoup de domaines et il y a une réglementation qui est très dense. Et alors là, les organismes de formation importants qui reçoivent là, du public et qui sont soumis au seuil sont quand même très impactés. Voilà. Et puis, on parlera aussi de l'accessibilité numérique en effet. Le 7 mai à 14h30. Alors, l'accessibilité numérique. Ah, pardon. L'accessibilité numérique, donc je ne m'étends pas non plus, mais juste pour vous donner quelques éléments sur le fait que c'est vraiment un concept global tel que c'est indiqué sur la slide, mais dans tous les cas, il va falloir aussi, pour rendre votre voilà, être aux normes en matière d'accessibilité numérique, ça veut dire qu'il va falloir former les développeurs, ceux qui vont coder pour être conformes à la norme qui est attendue d'eux. Il va falloir également former les webmasters. Il va falloir former également, et plus particulièrement, ceux qui vont produire du contenu, parce que le contenu à l'intérieur des outils numériques doit aussi être rendu accessible. Donc, je ne m'étends pas là non plus, hein, puisque ce sera l'objet du prochain webinaire. Mais en tout cas, il me semble que c'est une dimension particulièrement importante, surtout aujourd'hui où on demande aux organismes de formation de digitaliser de plus en plus leur offre de formation. Et c'est important, si vous allez là, si vous allez sur la digitalisation, de prendre en considération la dimension handicap en amont, parce que c'est vrai que ça a un coût, et il vaut mieux prendre ces dimensions-là en amont de la construction de votre offre de formation digitale. Voilà, je ne m'étends pas plus et je passe à l'accessibilité de la prestation de formation. Alors, un mot avant de lancer la vidéo. Donc, pour vous dire qu'en fait, l'accessibilité de la prestation de formation, ça va englober toutes les étapes de parcours de la personne handicapée en formation ou en apprentissage. C'est-à-dire que ça va avoir des impacts sur la sélection des candidats, comme on l'a vu tout à l'heure. Il va falloir éventuellement adapter les rythmes, les contenus, les méthodes, les outils pédagogiques et adapter également les épreuves de validation et accompagner l'entreprise dans le cadre de l'alternance. Voilà, donc on va faire un focus plus particulièrement, en particulier sur l'aménagement de la formation. Et pour vous donner un exemple qui illustre très bien ce qu'on essaye de traduire aujourd'hui, c'est une vidéo qui a été réalisée par Sciences Po sur la façon dont on met en place une pédagogie pour les personnes dyslexiques. Et je vous invite à regarder au début de la séquence, en haut à gauche, vous allez pouvoir vous mettre à la place d'une personne dyslexique et ce qu'elle lit. Voilà, donc Claude, Michel, pardon, alors, je vous laisse voilà, donc lancer la vidéo. Je vais envoyer la vidéo. Vous allez avoir une vidéo qui dure 4 minutes. Ne vous inquiétez pas au début si vous n'entendez pas de son, il n'y en a pas. Hein. Le son arrive après quelques secondes un peu longues, mais ça vous laisse le temps de lire le début qui est important. La dyslexie est un trouble d'origine neurologique qui n'affecte pas l'intelligence. Elle se manifeste dans la lecture et la compréhension de l'écrit. Le trait commun à tous est un effort de concentration conséquent à produire et une importante capacité de travail.
c'est plus possible. Bonjour, Bonjour. je suis désolée de vous déranger. Non, non, je vous en prie. En fait, c'est un petit peu délicat à dire, mais je suis dyslexique. Et j'arrive vraiment pas à travailler avec le genre de documents que vous nous fournissez en cours. Ah bon? Mais c'est écrit tout petit? Pas seulement, c'est aussi une question de clarté, d'interligne et de chapitrage. Ouais, je comprends. C'est un guide. Voyez, là, c'est le chapitre sur le traitement de texte des pages. D'accord. Mais vous me le laissez? Oui, bien sûr. Bah, je vais regarder ça alors. Bah, je vous remercie beaucoup. Ah, je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Bien, merci pour votre attention. Je vous fais passer le document à lire pour la prochaine séance, d'accord? Je crois pas, c'est lisible. Vous avez changé de photocopieuse, monsieur? Utiliser la police Arial 12 ou 14. Choisir des interlignes de 1,5 ou double. Augmenter éventuellement l'espacement par défaut entre les caractères. Ne pas surcharger les paragraphes en allant par exemple à la ligne après chaque développement d'idées. Structurer le texte avec une nomenclature de plans détaillée et repérable. Isoler sur une page un tableau, un graphique ou une carte en prenant soin de bien faire apparaître les indications de lecture, légendes, etc. Numéroter les pages en indiquant leur nombre total pour faciliter le repérage dans le document. Passer en gras tous les titres, les points saillants ou points distinctifs. Voilà, je reviens à notre, voilà, j'espère que tout le monde a vu et bien entendu ce petit film absolument bouleversant, enfin, très bien fait, très intéressant et qui nous met en situation un petit peu et qui nous montre aussi que ça peut nous arriver à chacun d'entre nous à certains moments aussi de se retrouver en situation quelquefois un peu de handicap. Voilà. Pauline? Oui. Alors, on a fait le choix de cette vidéo. Alors, sachez qu'il en existe beaucoup d'autres, puisque Sciences Po a fait ce travail d'aider en fait les formateurs à mieux adapter leur support, leur rythme de formation, etc., à différents types de handicap. Il doit y en avoir une dizaine. Toutes ces vidéos sont accessibles bien sûr sur le site de Sciences Po et également on les a mises à votre disposition dans le centre de ressources numériques de la GFIP. On a fait le choix de cette vidéo parce qu'il y a certains enseignements qui sont intéressants à tirer de cette vidéo. Le premier, c'est d'abord la nécessité effectivement de sensibiliser les équipes pédagogiques sur les conséquences des différents types de handicap, sur les aménagements de formation. L'autre enseignement qu'on peut tirer de cette vidéo, c'est aussi de montrer que finalement, ça ne nécessite pas nécessairement beaucoup d'aménagements. Là, en l'occurrence, pour aider une personne dyslexique à mieux s'approprier les supports et la pédagogie de l'intervenant, eh ben, ça passe par la police de caractère, de l'interligne, de l'espacement et la nécessité aussi de transmettre les cours avant la séquence. Donc, sachez que majoritairement, c'est vrai que les aménagements de formation ne nécessitent pas
beaucoup de lourdeur, enfin, mais en revanche, c'est vrai que ça nécessite plus particulièrement de l'aménagement du temps et de l'aménagement du temps parce qu'aussi il faut tenir compte de la fatigabilité des personnes qui sont en situation de handicap. Cette notion de fatigabilité, elle revient dans tous les types de handicap qui sont accueillis dans les établissements de formation. Et puis ce qu'on peut voir aussi, c'est que finalement, ce qui est mis en œuvre pour les personnes en situation de handicap, et là en l'occurrence pour la personne dyslexique, eh bien finalement c'est utile pour l'ensemble des personnes. Voilà. Donc, ces vidéos permettent justement de sensibiliser. Donc, moi, je vous invite à peut-être organiser à l'occasion des réunions d'équipe, par exemple, avec les équipes pédagogiques ou plus largement avec l'ensemble du personnel. Mais en tout cas, là, en l'occurrence, plus particulièrement avec les équipes pédagogiques, des séances où vous pouvez projeter ces vidéos et ensuite débriefer sur ces situations. Et ça fait partie aussi des éléments de preuve que vous pouvez remettre dans le cadre de la certification Calliope. Donc, n'hésitez pas à vous en servir. Voilà, et là, je donne dorénavant la main à Bruno, qui va nous apporter son témoignage sur l'accompagnement d'un autiste Asperger, ALB Développement. Exactement. Donc, je vais essayer d'être synthétique. Oui, parce que le temps passe, mais bon, on va déborder d'une heure. Voilà, c'est pas grave, on déborde. C'est tellement passionnant. Ok. Alors, nous, on a eu une personne qui nous avait été orientée par un Cap Emploi, qui voulait effectivement suivre la formation que propose LB Développement. Donc, on a fait tout un point avec l'équipe sourcing en amont, en appui avec effectivement le Cap Emploi, pour voir quelles étaient les missions du poste qui pouvait être possible, sur tout ce qui va être la formation. Est-ce qu'il fallait qu'on fasse une sensibilisation auprès d'une entreprise qui pourrait l'accueillir? Enfin, on a balisé en fait tout le terrain en amont. Et donc on a trouvé une entreprise avec laquelle on a travaillé conjointement par rapport à l'accueil de cette personne. Donc voilà, qui donc est rentrée en formation sur un contrat d'alternance. Donc voilà, donc personne brillante qui souffrait du spectre de l'autisme Asperger, qui nous a expliqué qu'il avait eu beaucoup d'incompréhension, de préjugés, il sentait qu'il était écarté, qu'il était traité de bizarre, enfin voilà. Donc toute l'équipe pédagogique a adapté, donc là sans moyens, comment on va dire, financiers, supplémentaires, voilà, juste c'est chronophage quand même, il a fallu du temps par rapport à tout ça. Il est donc quelqu'un qui a donc aussi un fort potentiel, voilà, et c'est des émotions bien sûr qui le mettaient en difficulté. Donc voilà, donc la décision a été prise de le valoriser et de le rendre effectivement acteur de sa formation. Il était très bon en informatique, très bon en français. Donc l'équipe pédagogique s'est appuyée sur lui comme un rôle de leadership dans la pédagogie pour pouvoir en fait s'appuyer sur les compétences, rentrer dans une logique de confiance en lui. Donc voilà, donc ça a été très très positif pendant toute l'année avec la personne, en appui bien évidemment avec, en l'occurrence sa référente c'était à l'ADAPT aussi, qui le suivait déjà depuis 6-7 ans, des réunions avec toute l'équipe pédagogique pour bien adapter en fait à la fois le rythme et la partie mécanique dans l'animation. Donc voilà, et pour finir, pour aller plus vite, en fait, à la fin du dispositif, il y avait donc un entretien devant un jury. Voilà, enfin, il nous avait expliqué que ça, c'était quelque chose qu'il n'aurait jamais pu faire s'il n'avait pas été mis en confiance, en accompagnement dans le développement de la compétence par rapport à ça. Donc, il a été très enthousiaste. Il nous a envoyé un petit message après en disant effectivement qu'il était que ça lui avait permis de reprendre confiance en lui et de se réinsérer dans la vie professionnelle. On a servi de tremplin. C'est pas fini, c'est pas acquis pour définitivement,
Mais voilà, juste en faisant effectivement une attention particulière, mais en s'appuyant quand même sur les ressources externes, voilà, ça c'est important à dire. La pédagogie, elle a pu être adaptée de façon qualitative et quand même simple, même si ça a pris du temps. Donc voilà, je pourrais développer plus, mais là, comme on est un peu dans le... voilà, donc pour vous expliquer qu'on peut réussir même avec des handicaps qui, a priori, ne sont pas toujours faciles à gérer vis-à-vis de la démarche dans le droit commun. Après, il peut y avoir d'autres choses plus adaptées. Mais, Voilà. Et donc voilà un témoignage par alors, rapport à nous ça. avons aussi le témoignage par ailleurs d'organismes de formation comme Webforce 3, par exemple, que je salue, je ne sais pas s'ils sont là, mais qui travaillent aussi sur les questions du handicap et en particulier des personnes Asperger, etc. Et nous avions organisé au Forum de la gouvernance d'Internet l'année dernière une table ronde sur formation handicap et numérique. Et nous avions le témoignage justement d'un organisme de formation qui nous disait que eh bien, mettez des personnes Asperger en situation de travail, et le retour des entreprises, c'était ben, ils sont beaucoup plus lents que les autres, mais alors ils nous rendent des travaux qui n'ont aucun bug, alors que les autres vont vite, mais il faut tout refaire derrière. Et donc c'était assez intéressant comme réflexion sur voilà, vraiment très bien, très intéressant. Voilà. Alors, on a débordé déjà de 2 minutes, mais on va continuer parce qu'il y a encore 338 personnes, donc c'est pas très grave si on déborde un petit peu d'une heure, c'est tellement riche et intéressant. On passe au sujet suivant. On vous répondra aux questions dans un document que l'on mettra à votre disposition dans les jours qui viennent. Laissez-nous le temps de retravailler toutes les questions que vous nous avez posées. Pauline, le sujet suivant. Pour terminer sur cette séquence de l'accessibilité, je voulais également partager avec vous un autre document qui me semble intéressant, qui a été élaboré à l'initiative du ministère du Travail et du secrétariat d'État chargé des personnes handicapées, qui est un référentiel, une grille d'évaluation d'accessibilité pour les CFA, qui est valable aussi d'ailleurs pour les organismes de formation. Cet outil est très intéressant parce qu'il peut également vous servir d'autodiagnostic pour savoir où vous en êtes dans votre politique handicap. Et donc, toute la partie accessibilité, bien évidemment, est mentionnée dans ce document. Donc, n'hésitez pas à vous en servir parce qu'il va vous aider justement à vous positionner et pouvoir ensuite élaborer votre plan d'action en fonction de là où vous en êtes aujourd'hui et ce qui vous reste à faire, notamment pour devenir accessible au plus grand nombre. Alors, la partie suivante et la dernière, c'est l'animation de réseau. Alors là, il y a des tas de manières de pouvoir justifier de la façon dont on anime son réseau professionnel. Je vous en ai donné quelques exemples, comme par exemple rédiger des comptes rendus des rencontres que vous avez avec les acteurs du handicap, formaliser des partenariats avec les professionnels du handicap, notamment à travers des conventions, par exemple. Il peut s'agir aussi de concevoir des fiches de liaison avec les acteurs du service public de l'emploi. Tout ça, ce sont autant d'éléments de preuve que vous pouvez donc donner à voir pour obtenir la certification Calliope. Ça peut être aussi animer, participer à des groupes de travail, des copiles, participer à des communautés professionnelles. Donc, ce sont quelques exemples parmi d'autres, mais dans tous les cas, pour pouvoir réaliser ces actions, ça nécessite de connaître et de bien connaître l'écosystème, notre écosystème du handicap. Et pour ça, je vous propose, pour vous aider, un document, donc on vous le fera passer, il est disponible sur le site de Diffi-Métiers, c'est une cartographie des acteurs que vous devez connaître, parce que vous pouvez les mobiliser à tout moment, tout au long du parcours de formation ou d'apprentissage de la personne en situation de handicap. Parmi lesquels, donc je mettrai un focus particulier sur notamment donc, les acteurs de l'emploi et notamment du service public de l'emploi, on l'a déjà évoqué, les missions locales, les Cap emploi, il m'en manque un,
Mission Locale, Cap Emploi, Pôle Emploi. Ce sont des acteurs que vous devez connaître. Vous devez apprendre à travailler avec eux parce que ce sont d'abord eux qui vous orientent, le public, et ce sont eux qui prescrivent les aides de la GFIP. Donc, ce sont des acteurs incontournables dans le parcours de formation des personnes en situation de handicap. L'autre acteur que je voulais mettre en avant, parce que je trouve que peut-être que les organismes de formation ne travaillent pas suffisamment avec eux, c'est le secteur du médico-social. Alors pourquoi le secteur du médico-social? D'abord parce que ce sont des professionnels, des experts de l'accompagnement du public handicapé. On a dit tout à l'heure que le référent handicap n'était pas un expert, mais qu'il devait s'appuyer sur les professionnels de l'accompagnement du public handicapé. Les acteurs du médico-social disposent d'équipes pluridisciplinaires au sein de leurs établissements. Et notamment dans le cadre de la stratégie quinquennale de l'évolution du secteur médico-social, on demande à ces structures d'aller de plus en plus vers de l'inclusif et de mettre à disposition leur expertise au service du droit commun. Donc, moi, je vous encourage à essayer de rencontrer ces établissements pour voir comment vous pouvez travailler ensemble et pouvoir mobiliser ces professionnels de l'accompagnement du public handicapé. Sachez qu'en ce moment, avec la crise du coronavirus, bien évidemment, ils sont en première ligne. Donc, ce n'est pas le moment d'aller les rencontrer tout de suite. De toute façon, étant confiné, c'est compliqué. Mais par contre, vraiment, je vous invite à les rencontrer. Et puis, c'est aussi un moyen de se former sur le handicap. Donc, n'hésitez pas à les rencontrer. Et là, je donne la parole à Bruno pour expliquer la façon dont LB Développement a travaillé avec son réseau. Voilà, en quelques mots, tout à l'heure j'ai cité effectivement l'ADAPT qui a accompagné la personne et qui nous a aussi accompagné en tant qu'expert sur cette démarche-là. Nous, on travaille bien sûr avec les institutionnels, comme le citait Pauline, avec Cap Emploi beaucoup, avec les pôles emploi ou les missions locales, mais on a par exemple deux axes spécifiques concernant notamment ce que j'appelle moi plutôt de la prévention. Donc, il y a le service social de la CRAMIF avec des assistants qui permettent en fait, en cas de donner aux personnes en situation de handicap des informations suite à des suites de soins, des hospitalisations. Ça nous est déjà arrivé, nous, dans notre cadre, des personnes qui, suivant une formation et qui souffrent d'une maladie invalidante, doivent quitter la formation pendant un temps donné, etc., etc. Ou même des gens qui étaient embauchés à l'issue de l'alternance. Donc, on a eu des problèmes comme ça. Et donc, le service social de la CRAMIF permet, en fait, d'aider de façon très, très pointue, très précise les personnes en situation de handicap. Donc, une autre action aussi avec l'association qui s'appelle Messidor, qui est nationale et qui va travailler sur des éléments aussi qui vont être ce qu'on appelle le job coach ou job coaching pour sécuriser les parcours ou l'insertion. Ils peuvent faire même de l'évaluation en amont d'une prise de poste. Ils peuvent être aussi sur l'accompagnement pendant la prise de poste et après. Donc voilà, donc ça, c'est des choses qui nous sont, qu'on utilise assez souvent. Alors après, nous, on n'est pas encore au top par rapport à Calliope sur la démarche, puisqu'on n'a pas formalisé de partenariat encore, même si on le fait au quotidien. On n'est pas sur une formalisation. Donc ça, c'est un axe de progression qu'on doit avoir dans les jours qui viennent par rapport à ça. Donc voilà, donc l'important que disait effectivement Pauline tout à l'heure, c'est qu'au-delà des éléments qu'on met sur la partie handicap avec l'adaptation des postes ou la CRAMIF, Messidor, à l'ADAPT, etc., tout ce qu'on va mettre en place dans un OF ou dans un CFA va servir, quoi qu'il arrive, à tout le monde à l'intérieur du système, en termes d'information, en termes de compétences, en termes il y a plein dans le professionnel, il y a beaucoup de choses qui sont du bon sens à la base, bon sens professionnel,
de façon à ce que quelqu'un puisse travailler dans les meilleures conditions. Bon, spécifique handicap, oui, mais bon, dans l'absolu, tout le monde peut être, enfin, ça peut servir à tout le monde par rapport à ça. Donc voilà, donc nous on est là-dessus en permanence, en cherchant des nouveaux partenaires, des nouvelles approches, qu'elles soient pédagogiques, humaines. Donc voilà, Pauline va reprendre la main, je crois, pour expliquer la démarche. Moi, je voulais juste rajouter effectivement une chose, c'est qu'en 2015, il y a une grosse réforme, en 2018, une énorme réforme. Là, on n'est pas dans une réforme, mais on est dans un choc de 2020. Voilà, donc c'est vrai que c'est compliqué pour tout le monde. Enfin, moi, Calliope est décalé, certes, mais bon, ça n'empêche pas que la vie continue vis-à-vis de ça. Et j'ai vu aussi sur le site de l'AGFIP que l'AGFIP s'était mobilisé pour prendre des mesures concernant le Covid au sens large, que ce soit auprès des entreprises d'un côté ou auprès des acteurs ou auprès des personnes en situation de handicap. Donc ça, c'est pour relayer vis-à-vis de Pauline aussi, vis-à-vis des démarches. Donc voilà, voilà tout ce qu'on pouvait dire nous avec notre expérience. On reste humble et fier quand même, mais vis-à-vis de la démarche, que ce soit pour accompagner, sécuriser et poursuivre avec les personnes et les entreprises partenaires par rapport à ça. Parce que c'est vrai que c'est un choix très important aussi dans l'alternance. Quel est le niveau de compétence ou de volonté d'accueil de l'entreprise pour accueillir des personnes avec X type de handicap. Donc on travaille au quotidien par rapport à ça. Merci Bruno pour cette tellement riche expérience et passionnante. Il va falloir qu'on termine, on a débordé d'un petit quart d'heure, mais Pauline qui est revenue, oui. Qui nous a retrouvés. Oui, je voudrais juste, pour finir sur l'animation de réseau, dire que c'est important de formaliser les relations qu'on a avec nos partenaires, parce qu'au-delà d'être des éléments de preuve pour la certification Calliope, c'est aussi garder la mémoire, la trace de ce qui a été réalisé par l'organisme de formation, parce qu'on observe qu'il y a un turnover assez important chez les référents handicap. Donc, formaliser les relations avec nos partenaires, ça permet de garder la mémoire au sein de l'établissement. Voilà. Et pour finir, je vous propose 2 outils qui sont là pour vous accompagner dans toute cette démarche. Donc, c'est le centre de ressources numériques de l'AGFIP que l'on a évoqué tout à l'heure. Donc, on vous donnera le lien. On ne rentre pas dans le détail. Vous aurez tout loisir pour aller le regarder. Et un document qui a été réalisé par l'AGFIP nationale et qui a vocation également à vous aider dans votre réflexion pour mettre en place donc une politique handicap au sein de votre structure et de répondre ainsi à vos obligations, à la fois en tant qu'établissement recevant du public, mais aussi aux exigences de la certification Calliope. Voilà. Bonne sympa. Parfait, très bien, merci. Est-ce qu'on est à quelle diapositive? 20 sur 22, je crois que nous avons fini. Alors tiens, on voit l'intérêt de numéroter les pages, là, de savoir où nous en sommes. Ce n'est pas qu'une question de handicap, c'est aussi une question de confort pour tout le monde. Parce qu'à certains moments, quand on est perdu, eh ben, on se trouve un petit peu handicapé, comme je viens de l'être pendant quelques secondes. Donc, en conclusion, qu'est-ce que l'on peut conclure? Qu'il faut que cet indicateur 26 vous ouvre des horizons sur les questions du handicap, que encore une fois on est dans une question de processus, mais que la question du handicap, en fait, on la retrouve dans plusieurs indicateurs dans Calliope, et c'est pas seulement un indicateur 26. Et donc, en fait, c'est une préoccupation que vous devez avoir un petit peu en continu, un petit peu comme le réglementaire, c'est-à-dire qu'on a un indicateur réglementaire qui est l'indicateur 23, mais le réglementaire, en fait, il traverse tout le processus Calliope. Et si
on démontre un indicateur 23 qui est super, avec une super veille réglementaire, mais qu'on montre sans arrêt à l'auditeur et des documents qui ne sont pas conformes parce qu'ils sont encore à la mode 2018, alors que tout a changé depuis 2019. Ça veut dire qu'on a une belle veille réglementaire, mais qu'on ne l'exploite pas. Donc, ça affecte l'indicateur 23. De fait, on est un peu avec ça, avec l'indicateur 26. C'est-à-dire qu'à certains moments, on nous demande et comment vous prenez en compte les situations de handicap par rapport à cet indicateur-là, etc. Donc, c'est une préoccupation qui doit, nous, comme organisme de formation, moi le premier d'ailleurs, je ne suis pas toujours bien sur ce sujet-là, mais voilà, en tout cas, c'est une question qui est importante à prendre en compte. Pauline, Bruno, Pauline, vous remercier, vous dire toute ma gratitude d'avoir été là pour nous éclairer, moi le premier, hein, sur toutes ces questions. Et puis dire à nos auditeurs qui nous quittent progressivement que vous pouvez retrouver ce webinaire en replay au moins jusqu'à la fin de l'année 2020, que dans l'heure qui vient, je vais télécharger le document que vous avez sous les yeux, et puis qu'avec Bruno et Pauline, nous allons essayer de répondre aux questions dans un autre document que nous vous enverrons par mail. Merci à toutes les personnes qui ont répondu parfaitement tout au long du webinaire aux questions, parce que nous avions des personnes très, très compétentes, et c'était vraiment un webinaire très, très, très riche. Merci à tous. Et puis, prochain webinaire avec Thierry Liès et sans doute Audrey Magniez. En tout cas, Thierry Liès est spécialiste, lui, de l'accessibilité des bâtiments. Donc, prochain rendez-vous le 7 mai à la même heure. Merci à vous. Je vais interrompre l'enregistrement.